Depuis 50 ans, je m'intéresse au plancton. Je vais faire un peu l'ancien cœur battant, je suis désolé, mais je suis obligé de remonter un peu en arrière, mais ça va être rapide. Et donc j'avais 20 ans en 68, en 69 j'avais 21 ans. À 22 ans, je rencontrais des marins-pêcheurs qui étaient en difficulté, puisque à l'époque, en 1970-71, on disait que l'aquaculture sera industrielle ou elle ne le sera pas, et que de toute façon la pêche était terminée. Et on m'avait donné ma mission, à moi et à Jean Le Dorven à l'époque, aussitôt qu'il voyait un bateau à vendre, de l'acheter. Et on avait demandé à l'époque à la Compagnie Générale Transatlantique, qui était nos patrons, qu'est-ce qu'on devait faire de ces bateaux dans les musées. Parce que bientôt, il n'y aura plus de pêcheurs, et c'est l'aquaculture qui gérera tout, qui fera la pluie et le beau temps pour l'alimentation humaine. Alors vous imaginez le choc. Moi qui voulais être marin-pêcheur, c'était mal parti de me proposer cette question-là. Alors, j'étais accueilli parce que j'étais un peu perturbé par cette forme d'économie qu'on allait voir apparaître. Et moi, j'ai toujours, tout petit même, j'ai toujours vu 10, 20, 30 ans en avance. J'ai toujours, je ne sais pas, rêvé d'un autre monde, tout simplement. C'était ça. Et je me projetais toujours. Et un jour, des pêcheurs m'ont dit, tu vas venir travailler avec nous. Et puis, tu vas nous parler un peu de la vie. Comment ça fonctionne, un écosystème marin. Comment ça fonctionne, un écosystème marin. Nous, on sait pêcher, on connaît les poissons, les coquillages, les crustacés. Mais qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde invisible? Et déjà, le mot plancton commençait à circuler dans le vocabulaire. Et donc, ces pêcheurs voulaient tout savoir sur le plancton. C'était incroyable. Et alors, j'aurais dit, ce qu'il faut, c'est il faut un laboratoire. Et on va le construire. Et donc, on a construit, on a construit ce laboratoire sur l'île de Watt en 71, 72, cette écloserie, comme on l'a appelée, pour d'abord que les pêcheurs comprennent qu'est-ce que c'était que le phytoplancton. Et ensuite le zooplancton. Une fois qu'on avait fait la démonstration qu'on pouvait un peu maîtriser le phytoplancton et le zooplancton, ils nous ont dit, ça c'est intéressant parce que ça va nous permettre de nous projeter dans l'avenir. Et ce qui n'allait pas très bien à l'époque, c'était les caseilleurs. Ils pêchaient moins de homards. Et donc ils nous ont dit, si on continue comme ça, les homards, il n'y en aura plus. Déjà en 71. Maintenant qu'on maîtrise le phytoplancton et le zooplancton, tu vas produire des bébés homards. Et on a produit des centaines de milliers de bébés homards qu'on a remis à la mer. Et je me rappelle les pêcheurs qui me posaient la question, mais bon, à partir de quand on pourra les repêcher, ces homards? Alors, avec le Dorfen, on fait des calculs. Donc l'idée, c'était de créer déjà un milieu riche en homards qui allait se reproduire, etc. Et on pensait que la ressource en homards redémarrait au bout de 30-40 ans. Donc, vous voyez, on arrivait déjà. Et donc les pêcheurs avaient compris que ce qu'ils faisaient là, sur le repeuplement des fonds, et d'avoir cette connaissance du plancton, c'était pas pour eux, mais pour les enfants et leurs petits-enfants, quoi. Et ça, c'était formidable. Ça, c'était un cadeau de la vie qu'ils me faisaient. Alors, on a repeuplé la mer depuis ces années-là, avec les pêcheurs, et puis la vie a continué, et je me suis dit, si on repeuple la mer, mais on continue à polluer sur le littoral, parce que là j'étais sur une île, si on pollue sur le littoral, ça ne va pas. Et j'ai eu la chance de rencontrer, dans ces années 76, les paludiers de Guérande. Et c'était formidable parce que à l'époque, il y avait une crise dans les marais salants, et on voyait la même question que les pêcheurs, que le marais salant risquait de disparaître, parce qu'il y avait des grands projets, des multinationales, des grands groupes, qui voulaient s'accaparer, pas de la mer, mais des marais, pour avoir des projets industriels et autres, touristiques, etc. Et donc ces paludiers qui m'ont accueilli m'ont dit on va se battre, on se bat déjà depuis les débuts des années 70, ils n'avaient pas attendu après moi, pour voir comment on peut préserver ces marais salants, parce qu'on sait que les marais salants produisent du sel, mais on est sûr, et c'est les paludiers qui me l'ont dit, on est sûr qu'on participe aussi à l'activité ostréicole du trait du Croisic. S'il y a des huîtres et des coquillages dans le trait du Croisic, c'est que quelque part, il y a un garde-manger planctonique. Et ils avaient raison, bien sûr. Mais ça allait au-delà, parce que les pêcheurs du Croisic,
Hein, je pense à Jean Lebrun qui me disait nous, on pense que grâce au coquillage des ostréiculteurs, c'est bon pour nos crevettes et bon pour nos homards. Et donc là, c'était ce combat qui a été mené par d'abord les pêcheurs à Ouad pour repeupler la mer, les paludiers pour préserver les zones humides du littoral et leur activité. Et je vous conseille de voir un film qui vient juste de sortir. J'étais avec Emmanuel il y a 3-4 jours sur un film qui est formidable, qui vous raconte cette épopée des paludiers de 1960 à aujourd'hui. Voir comment ils se sont battus, parce qu'à l'époque on disait c'est le pot de terre contre le pot de fer, vous n'y arriverez jamais, vous les paludiers. Donc ce film, c'est guérant un petit peu de la beauté du monde, dont je vous souhaite. Alors, je pourrais continuer comme ça à raconter ma vie à travers le plancton, mais les images sont parlantes, je pense. Vous voyez du plancton, parce que parler du plancton, mais sans le voir, c'est déjà invisible. Alors si on ne le voit pas en plus, c'est difficile. C'est pour ça que je me permets de vous montrer des images actuellement. Ici, sur le pays de l'Orient, il y a aussi des actions qui sont menées depuis 14 ans maintenant, qui s'appelle Pêcheurs du Monde, le festival Pêcheurs du Monde. Voilà, dont les acteurs, ils sont là, les initiateurs, et là aussi. Voilà, et Pêcheurs du Monde, c'est formidable, parce que c'est montrer à l'Orient 40 films chaque année, à peu près, voilà, sur ce qu'est la pêche dans le monde. Mais c'est la rencontre de pêcheuses d'algues aussi, c'est la rencontre de paludiers aussi, qui font du sel dans des déserts, incroyable, un film extraordinaire qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Bref, c'est riche. Parce que quand on n'a pas la connaissance, on n'a pas les outils pour se défendre et se battre, et voilà. Donc, apporter les connaissances, ça commence par l'école, bien sûr, mais ça peut aussi être continué par des associations comme Pêcheurs du Monde, qui apportent des connaissances chaque fois. Moi, je me projette toujours en avant. Et donc, quand j'étais en 70, on parlait de l'an 2000. Comment sera la pêche en l'an 2000? Donc il fallait déjà repeupler les fonds marins. Mais la vie continue et je me projette aujourd'hui. Moi, je suis souvent avec des écoliers dans les écoles primaires. Je vous conseille, si vous allez sur Internet, vous faites L'écume des vents. Un film de 36 minutes. L'écume des vents. Et vous aurez toujours compris. Ça a été tourné dans le Finistère, ce film-là. C'est formidable. C'est des mômes qui ont 10-12 ans. 300 mômes et qui se sont intéressés à l'environnement, leur territoire, parce qu'on est dans le Finistère. Parmar, moi j'ai eu la chance de travailler avec les écoles de Parmar, c'était le lieu qui m'était consacré. Chaque artiste devait travailler sur un lieu, moi c'était Parmar, et ça c'était formidable de se projeter. Et l'idée c'était aussi de se dire avec ces mômes qui ont 10 ans, en 2050, ils auront quel âge, une cinquantaine d'années, 45, 50 ans, mais ils seront, à la différence d'aujourd'hui, ils seront 10 milliards sur la planète. Aujourd'hui, on est 7,5 milliards, je crois. C'est ce qu'on dit, les chiffres. Il y a d'autres chiffres, on nous dit que la montée des eaux de 1 mètre, en 2050, ce sera acquis. Donc ça veut dire que sur notre planète, et on le voit souvent dans les reportages, les films de Pêcheurs du Monde, la montée des eaux va inonder d'eau salée les terres les plus fertiles du monde. Bon, on pense tout de suite au premier pays, c'est le Bangladesh, mais il faut savoir qu'en Casamance, ça fait 20 ans que la montée des eaux ont obligé des agriculteurs qui faisaient du riz à faire la pêche. Et on a un copain en commun qu'on connaît tous, Joe Harry, qui a monté 5 écoles, il y a 30 ans maintenant, ou 40 ans, qui a monté 5 écoles de pêche au Sénégal, au Casamance, pour transformer des agriculteurs en pêcheurs. Parce qu'on ne pouvait plus faire déjà de riz il y a 30 ou 40 ans en Casamance. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, il faut y penser, quoi. Voilà, il faut toujours se projeter. Et moi, comme j'ai l'habitude de dire, que le patron de tout ça, c'est le plancton, quoi. Et le plancton qu'on observe aujourd'hui au microscope, il faut savoir que c'est des protéines qu'on trouvera dans 3 ans, 4 ans, les sardines. Mais le plancton qu'on observe aujourd'hui, c'est des protéines qu'on trouvera dans 10 ans, 20 ans. Les gros poissons, des turbos, des choses comme ça. Mais c'est aussi le plancton d'aujourd'hui qui nous fera pêcher les thons dans 30 ans. À chaque fois qu'on protège le plancton aujourd'hui, on préserve les ressources marines de la mer et des océans, quoi. Parce que l'aquaculture ne remplacera pas la pêche, bien sûr, on l'a compris quand on sera 10 milliards. C'est pas avec 5 kilos de poissons qui permet de faire 1 kilo de saumon qu'on va nourrir l'humanité, c'est pas possible. Avec 5 kilos de poissons, je peux nourrir 5 personnes.
Avec 1 kilo de saumon, je peux nourrir qu'une personne. Et en plus, il faut qu'il soit riche. C'est ça la différence. Donc c'est pour ça que c'est très important de préserver un peu ce plancton. Et ce plancton, il est encore là. Il est bon an, mal an, plus ou moins en bonne santé. Et j'ai fait il y a 40 ans un film qui s'appelait Marée noire, marée verte, marée rouge. Et on m'a pris tellement pour un fou que le film a été censuré à l'époque. Pas censuré, mais interdit de diffusion. Il avait été financé par le département du Morbihan à l'époque. Et ça dérangeait. Je ne voulais pas parler des marées noires, je ne voulais pas parler des marées vertes, parce qu'on me disait, mais t'as vraiment les preuves que c'est les nitrates et les phosphates. Et puis tu parles de marée rouge dans le film. Et de quoi tu parles? Parce que quand il y a du nitrate et du phosphate en excès, on sait que c'est des algues vertes. Voilà. Aujourd'hui, pas besoin de montrer les preuves, on les a. Mais il y a 40 ans déjà. Et puis alors, les marées rouges, ben oui, mais quand on parle de nitrate et de phosphate, on analyse l'eau, on dit oui, le taux de nitrate et de phosphate diminue, mais personne jamais on analyse les pesticides avec. Et les pesticides n'ont pas d'impact sur les algues vertes, mais sur le phytoplancton, ce monde invisible. Ce monde invisible est très fragile justement aux pesticides. Et c'est Catherine qui en parlait tout à l'heure, Geneviève Arthul et François Quignou ont prouvé en laboratoire l'impact que pouvaient avoir les pesticides de façon infinitésimale. C'est-à-dire qu'elle a pris des taux de pesticides dans l'eau inférieurs en dessous de ce qu'elle a mis dans ses analyses. Et bien, ça a un impact sur ce qu'on appelle les diatomées. Bon, bien sûr, les diatomées, ça ne vous dit rien, vous en avez vu tout à l'heure, c'est ces microalgues quand même qui représentent un gros, pour les 3/4 du phytoplancton seraient représentés par les diatomées. Et c'est tant mieux parce que les diatomées, c'est une richesse incroyable, c'est sa diversité qui est incroyable, les tailles, les formes, voilà, il y a à manger pour toutes les bouches, poissons, coquillages, crustacés. Donc c'est pour ça qu'il faut les préserver, ces microalgues. La diversité des microalgues fait la diversité de ce qu'on va appeler plus tard le zooplancton. Et la diversité du zooplancton fera la diversité des poissons, du coquillage et crustacés. À chaque fois qu'on réduit la diversité du phytoplancton, donc des diatomées, et qu'on laisse place à d'autres microalgues, et comme la nature a horreur du vide, quand il y a moins de diatomées, il y a plus de dinoflagellés. Vous avez dû en voir à un moment donné. Alors ça vous dit rien, les dinoflagellés, mais c'est ceux qui forment justement ces marées rouges. Et les marées rouges, voilà, s'installent tranquillement. Les diatomées, quand elles meurent, elles se déposent sur le fond et font du dépôt sédimentaire dans les sables. Les dinoflagellés, quand elles sont, le milieu ne les intéresse plus, elles se déposent sur les vases, les fonds vaseux. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on modifie le sable et qu'on change le fond de sable avec des vases, voilà, et on crée des niches écologiques pour les dinoflagellés qui vivent enquistés et qui peuvent renaître de leurs cendres 10 ans après, sans problème. Donc, ça c'est très dangereux. Alors, comment se fait-il que ces dinoflagellés apparaissent de plus en plus autour de nos côtes, quoi? J'ai posé la question, moi, aux pêcheurs, quoi. Et les pêcheurs de Guadeloupe m'ont dit, si, par exemple, eux, leur activité dans les années 60, ils pêchaient dans le Bambras beaucoup de sardines, quoi. Des sardines, il y avait qu'à ramasser, quoi. D'ailleurs, les conserveries du Croisic jusqu'à Etel, même pour lui, grave, prouvent bien que s'il y avait des conserveries tout le long du littoral, c'est qu'il y avait des sardines. On ne fait pas des conserveries pour rien, quoi. Alors ça, c'était très intéressant. Et les pêcheurs de Guadeloupe ont dit, nous, on a un gros problème avec la Vilaine, parce que nous on sait que la Vilaine, quand elle coulait avant, elle se déversait dans le Morbrase, c'était bon pour le plancton, ils avaient compris, hein, les pêcheurs de Guadeloupe, déjà dans les années 70, ils avaient appris ce que c'était que le plancton et son rôle, ils avaient tout très bien compris que la Vilaine, si on l'empêchait d'aller dans le Morbrase, ça perturbait l'écosystème. Donc il y a eu ce barrage d'Arzal, pour ne pas le nommer, et il a d'abord eu un effet physique, car on a empêché l'eau douce d'aller en mer. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait monter des vases de 3 à 4 mètres de vases. Ça a monté, tout simplement. Donc on a créé là des niches écologiques pour les dinoflagellés. Ces phytoplanctons toxiques qu'on n'en aime pas. Donc on a d'abord créé. Et quand on va voir Ifremer, et puis qu'on demande à Ifremer à partir de quand les dinoflagellés ont envahi la région en Bretagne, 1980. En 80. Et où? À l'estuaire de la Vilaine.
Mais déjà, le barrage physique crée un déséquilibre, casse-les. Voilà. Et puis, moi j'ai la chance d'aller au Festival Pêcheurs du Monde. Voilà, je fais de la pub, hein. C'est au mois de mars, hein. Je ne sais plus la date, mais c'est au mois de mars. Il faut venir, parce que c'est là que aussi j'apprends des choses. Et j'ai vu un film extraordinaire, je ne me rappelle plus du titre, un film d'un Japonais qui disait que ses huîtres mouraient, étaient malades à cause de ces marées rouges. Donc il était triste. Bon, je résume le film. Hein. Il a été voir les anciens, et les anciens ont dit bah, c'est normal que le plancton n'est pas bon pour des huîtres. Qu'est-ce qui s'est passé autour de ta baie? Qu'est-ce qu'on a fait au Japon autour de ta baie? On a rasé tous les arbres. Parce que vous savez qu'au Japon, beaucoup les maisons dans les villages sont faites avec du bois. Donc ils avaient coupé tous les arbres. C'était des feuillus extraordinaires. Et les anciens ont dit à ce pêcheur, ostréiculteur japonais, voilà, les arbres et forêts jouent un rôle pour la qualité du plancton. Donc il a compris tout de suite. Il n'a pas perdu de temps. Il a planté 30 000 arbres. 30 000 arbres. Il a révolutionné l'éducation nationale. Au Japon, on a obligé dans les écoles que les enseignants, les élèves viennent rencontrer cette personne. Au moins une fois dans sa vie, il fallait le rencontrer, ce japonais. Et donc aujourd'hui, c'est au programme de l'éducation nationale au Japon, l'étude du plancton et de la fragilité du phytoplancton, etc. Et quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, je comprends, nous, c'est pas les huîtres, c'est les sardines qui ont disparu à cause du barrage d'Arjal. Pourquoi? Parce que le barrage d'Arjal avait cette particularité de drainer à l'intérieur des terres le pays de Redon. Et le pays de Redon, qu'est-ce qu'il y a au pays de Redon? Des arbres. Et il y a des châtaigniers, et des feuillus, des hêtres, etc. Et dans le film, justement, et il explique justement le japonais, que les arbres, les feuillus, ont cette particularité de produire, quand les feuilles se décomposent, une substance essentielle au phytoplancton et aux diatomées. Elles produisent ce qu'on appelle de la silice et du fer. Et c'est ça qui booste les diatomées. Et je dis, mais oui, mais bien sûr. Je comprends maintenant pourquoi les sardines ont disparu dans le Morbrase, tout simplement parce qu'il n'y a plus cet échange entre l'eau douce et la mer. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'entends dire partout, pour capter l'eau de la carbonite, il faut planter des arbres, il faut planter des arbres. Oui, je suis pour, hein. Mais pas des résineux, quoi. Surtout pas des résineux, des feuillus. Voilà, il faut faire aussi de l'éducation un peu au grand public, hein, à l'intérieur des terres, pour dire planter des arbres, allez-y, mais surtout pas n'importe quel arbre. Bon, un peu de résineux, ça n'a jamais fait de mal, hein, il en faut. C'est la diversité qui compte le plus dans les arbres. Alors, les premières victimes des microplanctons et des dinoflagellés, les premières victimes, c'est les ostréiculteurs. Aujourd'hui, les ostréiculteurs, certains, 6 mois de l'année, on leur a interdit de vendre des coquillages. Ça, c'est dans les journaux, c'est connu maintenant. Ça, y est, c'est acquis. Voilà. Mais à une époque, il ne fallait pas en parler. Hein. Mais si, il faut le dire. Bon. Aujourd'hui, les ostréiculteurs sont organisés. Quand il y a des problèmes de dinoflagellés dans leur territoire, eh ben, ils font venir des huîtres d'ailleurs pour que le consommateur ait des huîtres consommables. Donc ça, c'est acquis, malheureusement. Donc il faut continuer à se battre pour essayer de comprendre pourquoi ces dinoflagellés sur le bord du littoral se développent. Les pêcheurs disaient, oh là, on a du coup, les pauvres ostréiculteurs. Je pense à Philippe Derue en particulier. Il me dit, oh là, les ostréiculteurs, qu'est-ce qu'ils m'offrent? D'ailleurs, ils sont à l'origine de Captomine. Conchiliculteur, agriculteur, pêcheur. Le pêcheur qui portait le projet, il s'appelait oui, Philippe Derue. Et il me disait, nous, on n'est pas touchés. Puis un jour, il me dit, je crois qu'on va être touchés aussi. Et oui, on est touchés. Maintenant, les pêcheurs en mer, avec la coquille Saint-Jacques, ont des fermetures. Mais ce qui est terrible, c'est que pour l'ostréiculture, au bout de 15 jours, quand les eaux redeviennent normales, pas de problème. Pour la coquille Saint-Jacques, il faut attendre 1 an et demi avant que la coquille Saint-Jacques se décontamine. Donc pour l'instant, c'est arrivé au Finistère, ça monte tout doucement, ce phytoplancton, il commence à être dans le Finistère Nord, et pas arrivé à Saint-Brieuc. Imaginez si ce plancton arrivait à Saint-Brieuc. La crise. Non. Donc, pour ça, il faut tout faire pour que ça n'arrive pas, quoi. Hein, moi, je ne suis pas là pour dire on constate les dégâts. Non, on sait aujourd'hui, on connaît les mécanismes. Alors, on aurait pu s'arrêter aux ostréiculteurs, aux pêcheurs. Moi, je pense que je suis dans le pays de Pamar, là, et
il y a une activité de loisir qui ont des soucis à se faire. Ils ont des soucis à se faire. On a entendu parler des surfeurs tout à l'heure. Les prochaines victimes, c'est les surfeurs. Pour moi, ça va être les prochaines victimes. Mais sérieusement, c'est pas ça l'est déjà. Ça a commencé du côté de Marseille, et ça a monté à Biarritz, et ça a commencé à monter au sud-Loire. Donc, voilà, c'est Ostréopsis. Vous écrivez Ostréopsis, c'est une dinoflagellée qui fait partie de la famille des Alexandrium, des Dinophysis, de tout ce phytoplancton. Et les surfeurs, pourquoi ils sont les prochaines victimes? C'est parce qu'ils respirent. Et quand on est à la torche, on respire les embruns marins, les aérosols, hein, vraiment. Et c'est eux qui sont actuellement... Il y a des cas de contamination. Alors ça date de longtemps, parce que je me suis intéressé à ça dans les années fin 70, avec Anita Conti. J'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois. Et j'ai dit, mais on dit, viens sur le bord de la côte, respirer le bonheur marin, c'est bon pour la santé. C'est vrai, on avait raison de le dire. Et voilà, c'est qu'aujourd'hui, et elle me dit, sauf que dans les îles éoliennes en Sicile, il y a eu des problèmes de maladies, des insulaires qui ont été malades à cause des aérosols marins. J'ai les rapports, oui, j'ai les rapports à la maison. C'est l'INSERM en plus qui les faisait, vous voyez, c'est pas un institut de recherche de médicaments et tout ça. Donc on a les preuves que déjà, fin des années 70, ces aérosols marins pouvaient avoir des impacts sur les populations insulaires. Et ça a monté à Gênes, c'est arrivé à Marseille l'été dernier, ça a passé. Voilà. Et alors, bien sûr, on a compris que assez rapidement, avec Geneviève Arzul et Françoise Quinou, qui ont démontré que en laboratoire, parce qu'on me dit, t'as les preuves que c'est vraiment les pesticides qui perturbent le phytoplancton. Ben oui, c'était pas des preuves que j'avais, moi c'était des intuitions. Vous savez, quand vous observez le plancton depuis 50 ans, à un moment donné, il n'y a pas besoin de preuves, hein, on vit avec ça tous les jours, on le voit évoluer, et on comprend les choses quand même, quoi. Donc il ne faut pas sortir de l'ENA pour savoir ces choses-là. Donc j'étais content que Geneviève et Françoise sortent ce livre-là, parce que ça, c'est une preuve scientifique. Et pas de moi, c'est d'Ifremer. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le plancton. Bon, c'est un peu rapide. Hein. Tu avais évoqué aussi au départ la situation de la sardine, oui. En baie de Douarnenez et baie de Dierne. Voilà, c'était ce que je racontais tout à l'heure dans le Morbrasse, la sardine, les conserveries. Les sardines ont disparu dans les années 60, hein, parce qu'il y a eu une dégradation de la qualité des eaux. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai écrit un texte pendant le confinement, là je m'emmerdais. Pourquoi les sardines raffolent des châtaignes? C'était suite au japonais, là, à l'histoire de ce japonais qui avait bien mis en évidence que quand la qualité de la terre, quand les cultures étaient bonnes, quand on n'utilisait pas ces produits chimiques, cette chimie-là, eh ben, c'était bon pour le phytoplancton, quoi. Avec Robert Bouguéant, on en a souvent parlé, hein, de mettre du matériel à bord des bateaux, des bolincheurs, hein, pour voir à chaque fois qu'il y avait un problème sur la sardine, la dilution, et ben, je disais, il faut que tu prélèves de l'eau, parce que pour moi, le problème de la sardine, c'est le plancton, le zooplancton, le copépole. Vous en avez peut-être vu tout à l'heure, des copépodes. Voilà. Je mets tout de suite, moi je suis d'accord. Hein, voilà. Vous trouvez son texte sur pêche et développement, vous avez voilà, donc c'est une bonne lecture. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je préfère écouter les questions. Oui, d'accord. Merci Pierrot, je crois qu'on peut... C'est toujours aussi concret, aussi vivant. Le japonais dont on parle, là, il y a un livre qui en parle qui est très beau, qui s'appelle « La forêt amante de la mer ». Sur les liens entre eux, justement, sur ce lien terre-mer qu'on a évoqué. Et on n'avait jamais parlé de cette question du rôle de la forêt. Et je crois que c'est intéressant. Et d'ailleurs, souvent, quand on évoque la question de la mutation des systèmes agricoles, on parle de la polyculture, on dit qu'il faut associer l'élevage et les cultures, mais on oublie un troisième élément qui est justement l'existence de bois. Et c'était en fait le vieux système breton de bocager, c'était un système où la forêt on avait une forêt linéaire, même dans la Beauce,
où il y avait, dans le temps, il y avait des grandes cultures de blé, mais il y avait aussi, dans l'intervalle, il y avait de l'élevage du mouton, et puis on préservait des zones boisées. Tous les systèmes agricoles avaient en fait une articulation entre l'élevage, la culture et le bois. Et ça permettait d'avoir une eau de qualité, qui ensuite allait alimenter la mer. Donc, en fait, il y a du boulot, c'est reconstruire des systèmes sur ces logiques-là. Voilà, c'est sortir des systèmes ultra spécialisés. Voilà. C'est du boulot, donc c'est pour ça qu'on est un peu plié pour l'agronomie des sols. Oh, c'est facile, ça. Voilà, donc les questions. Allons-y. J'avais une question par rapport à la raréfaction de la sardine. Est-ce qu'aujourd'hui la prolifération du poulpe est en lien avec un changement de plancton? Non, là, je ne suis pas spécialiste du poulpe, mais sûrement, le poulpe joue un rôle important, puisqu'il est en train de tout manger nos crustacés déjà. Donc ça va être terrible, ça, pour mes bébés renards. Mais pour la disparition de la sardine, je me suis inspiré aussi des travaux des chercheurs de Sébastopol qui, je me rappelle, il y a 25 ans, 30 ans, maintenant, ça passe, je travaillais avec eux, et les turbos avaient disparu en mer Noire. Il y avait beaucoup de turbos. Alors j'aurais posé la question, pourquoi les turbos ont disparu? C'est parce que les spras ont disparu. Ah, tiens, c'est les spras ont disparu. Donc les spras, la sardine, tout ça, c'est des poissons fourrages. Ah, ouais. Pourquoi les spras, ils ont disparu? Eh bien, c'est parce que les copépodes ont disparu. Ah bon, pourquoi les copépodes, ils ont disparu? Eh bien, c'est parce que la mer d'Azov, qui sort dans la mer Noire, quoi, est le grand vivier de production de phytoplancton et de zooplancton. C'est lui qui nourrit la mer Noire, qui nourrit donc le phytoplancton, qui produit des copépodes, qui nourrit les spras et qui nourrit les... Mais je dis, mais pourquoi la mer d'Azov a disparu, du moins pourquoi cet écosystème planctonique de la mer d'Azov a été détérioré? Eh ben, c'est l'industrialisation autour de l'Azov, parce que là on est en Russie. C'est compliqué cette région du monde, parce que vous avez l'Ukraine et la Russie, et la mer d'Azov était déjà en Russie. Et là, l'industrialisation autour de la mer d'Azov a été une catastrophe écologique pour le phytoplancton et le zooplancton. Et donc c'était intéressant parce que j'ai dit, mais comment vous mesurez la quantité de copépodes qu'il y a dans la mer Noire? Oh, c'est facile, il suffit d'un pied à coulisses. J'ai dit comment? Bah oui, on va sur les ports de pêche, on prend des spras, comme nous on pourrait prendre des sardines, puis on mesure le gras. Et d'après le gras, on a fait tous des calculs mathématiques, parce qu'ils sont biologistes et mathématiciens, les Russes, ils sont assez forts là-dessus. Ils ont fait les courbes et tout. D'après l'épaisseur du gras, ils pouvaient vous dire la quantité de copépodes qu'il y avait dans la mer. Alors moi j'ai dit, mais c'est ça qu'il faut faire au lieu de faire sortir des bateaux sonographiques qui coûtent des fortunes pour faire l'étude des copépodes. Voilà, on va acheter des pieds à coulisses aux pêcheurs qui vont mesurer le gras, et avec quelques scientifiques qui sont doués, ils vont nous dire la quantité de copépodes. Donc je les ai fait venir, il y a 25 ans, ces chercheurs de Sébastopol à Concarneau, on a fait des conférences, etc. Mais les scientifiques m'ont dit, on croit qu'on est passé pour des idiots, quoi. Donc voilà. Et les scientifiques n'ont pas suivi. Un pied coulis, ça coûte pas cher. C'est des anecdotes, mais... Oui, Je disais qu'actuellement en Méditerranée, il y a des gros stocks de sardines. Il y en a beaucoup, de partout, mais elles sont toutes petites. Elles ne grossissent pas, ça fait des années que c'est comme ça fait plus d'une vingtaine d'années. Donc apparemment, elles ont le plancton nécessaire pour arriver à cette taille d'une dizaine de centimètres, 50 ou 60 kilos. Mais après, on nous raconte qu'apparemment la nourriture n'est pas assez grosse pour qu'elle puisse encore grossir. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui. Chez les copépodes, il y a les acantria, c'est des petits copépodes qui correspondent à la taille de la bouche de la sardine quand elle est petite. Mais quand elle est grosse, elle peut manger des copépodes de plus grosse taille, qu'on appelle les calanus. Et si les calanus ne sont pas là, eh ben, elles ont un déficit nutritionnel, tout simplement, et elles restent petites, maigres, maigrichonnes, quoi. Je pense que c'est dû à la qualité du zooplancton. J'ai fait des essais avec des poissons fourrages. Bon, c'était des lonçons, mais les lonçons, les sardines, les spras, les anchois, au niveau larvaire, c'est la même chose. Donc j'ai fait la reproduction avec Philippe Derue pour voir qu'est-ce qui se passait au niveau de larvaire des poissons fourrages.
Et on s'est aperçu, par exemple, que mes lançons que j'élevais, ils mouraient de faim tout simplement parce que je leur donnais des calanus, des copépodes, quoi. Et ils refusaient, quoi. Parce que la bouche est trop petite. Et c'est là que je me suis aperçu qu'en fait, les poissons fourrage, spras, sardines, anchois, tous ces poissons-là, au niveau larvaire, au début de leur vie, ils sont phytophages. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent de phytoplancton. Et si au moment où ils sont phytophages pendant quelques jours, ça passe vite, après ils deviennent zoophages, et ben t'as pas le phytoplancton à la taille de la bouche, alors là c'est fini pour elle, quoi. Et le phytoplancton, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps, quoi. Si tu as par exemple des poussées de dinoflagellés, à ce moment-là, le dinoflagellé est trop gros pour être absorbé par une larve de sardine pendant les quelques jours qui leur permettent d'avoir une bouche assez grosse pour commencer à attaquer les copépodes. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà, c'est des essais. Ce que je raconte là, je l'ai vécu. C'est du jour où j'ai donné du phytoplancton à Mélenchon, il faut les voir. C'est dommage, j'ai les images là-dessus. On voit la larve qui refuse le zooplancton parce que la bouche est trop petite. On me voit mettre du phytoplancton et on voit l'estomac qui grossit. Je vais profiter de la présence du micro là, rapidement pour voir. Je ne me rappelle plus quel était le prénom de Benyami. Menakem. D'accord. Alors, en tout cas, c'est un vieux chercheur israélien qui était venu au Festival Pêcheurs du Monde il y a une dizaine d'années à peu près. Il est toujours vivant peut-être? Je ne sais pas. Déjà à l'époque, il avait 85 ans. J'ai pas vu David décès, mais il est certainement très vieux. Ah oui. Mais donc, on discute au bar et tout ça, et puis il me demande au fait, qu'est-ce que tu fais toi? Donc je dis, je m'occupe de la langoustine, de la langouste, du crabe et tout ça, et puis bon, ça va pas terrible en ce moment, quoi. Et il dit, mais tu sais d'où je viens, moi? Il dit, je viens d'un camp de concentration. Après, il avait immigré en Israël. La bouffe, mon jeune ami, me disait-il à l'époque, alors que j'avais déjà 55 ans, la bouffe suit la bouffe. Essaye de comprendre ce que tes espèces mangent et redescend les chaînes. Et tu comprendras. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et puis après, il a été happé par d'autres personnes. Je ne l'ai plus jamais revu. Sinon que je l'ai vu sur Internet. Et puis, je pense qu'il est intervenu aussi dans le Time une fois ou l'autre. Et donc, c'est vachement important, quoi, d'aller à la source. C'est-à-dire d'avoir un observatoire du plancton, pas seulement un, et dire, c'est ça que tu veux faire. Oui. Il faut qu'on ait un réseau d'observatoires du plancton tout au long de la côte, au moins française, moi je dirais mondiale, mais bon, commençons par ce qu'on peut faire. Ça veut dire que peut-être tous les 50 km ou tous les 40 km, en tout cas dans tous les lieux ad hoc, nous ayons cet observatoire du plancton citoyen. Merci. Oui, parce que le plancton, souvent on a dit c'est l'affaire des scientifiques. Non, pour moi, le plancton, c'est une affaire citoyenne. Je vous ai raconté l'histoire avec les pêcheurs, avec les paludiers. Donc on voit bien que c'est une affaire des professionnels de la mer déjà, mais c'est aussi une affaire citoyenne. Et les scientifiques, on peut les compter sur la main, les experts du plancton, ils sont peu nombreux. Et ils ont des millions. Je me rappelle, il y a 40-50 ans, on disait, il y a combien de plancton dans la mer? Combien c'est? On disait, il y a bien une centaine de milliers d'espèces. Et puis après, on est arrivé à des millions d'espèces. Et maintenant, grâce à Tara, aux études de Tara, on parle en centaines de millions d'espèces. Parce qu'on oublie de dire que les 3/4 de la biomasse marine, la biomasse vivante de la mer, est invisible. Et le quart, c'est le reste, c'est les poissons, les coquillages, les crustacés, les baleines. Et donc c'est ça qu'il faut préserver. Et quand on parle d'érosion de la biodiversité, on parle de l'ours blanc, de la baleine, des dauphins, voilà. Mais qui parle du plancton? Personne. La biodiversité la plus importante, c'est le plancton, quoi. Et si on n'a pas compris ça, on va dans le mur. Et voilà. Si tu remontes la chaîne de l'ours, c'est pareil. Voilà, oui. Oui, mais... Il y a besoin du plancton. Là, tu as tout compris.
Oui, oui. Encore une ou deux questions et puis... Oui, parce qu'il faut... conclure. Voilà. Bruno Lecor, pêcheur à pied de TI. J'ai sous les yeux, Pierre, ici, un résumé de Françoise Quignou et Geneviève Arzu, qui est donc le plancton marin et pesticides, et elles disent ceci, c'est pour apporter l'information à la salle. Nous avons montré que les concentrations cumulées, même faibles, donc de pesticides, en l'occurrence 0,8 microgrammes par litre, rend l'eau naturelle, impropre à la consommation algale. Donc on se rend compte que c'est très faible, ici, les teneurs de ce pesticide dans le milieu. On sait aussi aujourd'hui que l'on a des teneurs qui sont très importantes, jusqu'à 32, 33, parfois molécules qui se trouvent dans le milieu. Donc voilà, ceci pour dire qu'on se rend compte que c'est très faible, cette capacité que les plantes vont pouvoir se développer avec ce type de milieu. Et il y a une deuxième question, que je voudrais poser, pourquoi est-ce que finalement, de nos villages, les usines sardinières sont fermées depuis le sud de la France jusqu'ici à Cabaret. Il y a eu une époque très florissante de nos usines sardinières où femmes allaient travailler. Aujourd'hui, ces usines ont quasiment disparu. Est-ce que tu peux expliquer le phénomène? Bon, il y a deux raisons. Dans les années 60, il y a eu vraiment une chute. Bon, les usines qui existaient, il fallait bien qu'elles vivent, hein, qu'elles tournent. Donc on a fait venir la sardine du Maroc. Hein, donc ça pouvait être temporaire pour compenser la chute. Et puis après, les usiniers ont trouvé que la sardine du Maroc a coûté moins cher que la sardine des pêcheurs bretons. Je ne sais pas, c'est une explication un peu simpliste peut-être, mais je pense qu'il y a eu ça. Hein, d'ailleurs, il y a eu des manifestations à l'époque avec les pêcheurs de sardines qui luttaient contre la sardine du Maroc, qui venait là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, les usines avaient besoin de sardines pour les mettre dans les boîtes. Et quand tu n'as pas de sardines pour les mettre dans les boîtes, tu vas la chercher où aller. Donc c'est vrai qu'au Maroc, il y en avait. Et puis après, ils ont gardé l'habitude. Voilà. Et donc nos pêcheurs de sardines, voilà, tout doucement. Alors, oui, Pierre, merci beaucoup. Et je voudrais compter aussi sur ce que dit René Pierre. Moi, je trouve que c'est l'initiative justement du laboratoire des planctons est un truc extraordinaire parce que d'une part, il permet d'anticiper l'avenir, de créer en fait un lien citoyen. Mais est-ce que tu pourrais effectivement multiplier le nombre d'initiatives, ce serait formidable. Moi, j'en entends parler effectivement plus ou moins, mais comment on fait concrètement? Je vais faire rire, c'est les citoyens. Mais et moi, si tu veux. Et moi, je veux dire, il y a des communautés de pêcheurs qui m'entendent parler. Qu'est-ce que je leur dis? Il faut déjà en parler, se réunir, et puis après, l'idée va naître. Avec Didier, par exemple, on se connaît depuis des années maintenant, plusieurs dizaines d'années. Et avec l'équipe de Sanary, les pêcheurs, on a créé un embryon au départ d'observatoire du plancton, et c'est devenu avec l'encre de mer et Elisabeth Tompier un sujet. Voilà, là c'est une initiative, il n'y a pas de salariés, c'est une initiative citoyenne. Il y a sur le Belon, il y a une association, il y a Cap vers la nature à Concarneau, il y a l'observatoire du plancton à Port-Louis. Mais il y a à Qingdao, j'ai monté aussi un observatoire du plancton à Qingdao, et à Natrang aussi. On t'appelle toi? Oui, On t'appelle? Oui, on m'appelle, et puis je vais. Et puis on me dit, mais tu parles chinois? Je dis non, mais j'ai des amis qui sont chinois. Mais on est obligé de couper là, je crois. Non, mais on va juste rebondir, mais on a une chance. Alors là, je vais faire un lien après avec l'intervention de Daniel Pieff pour la région de Bretagne, mais on a des armes marines éducatives qui sont en train de se lancer partout. Et c'est un formidable enjeu pour la connaissance. Et on a fait venir, nous, je vois sur notre communauté de crack, d'abord le laboratoire du plancton pour que les gamins comprennent déjà comment fonctionnait le milieu. Et il y a toute une démarche qui est partie là-dessus. Et puis on a la chance d'avoir aussi des producteurs ostricoles à côté, etc. Donc il y a un lien qui est très fort. Donc voilà, ça part aussi, je dis pour les enfants, mais après ça fait la tâche d'huile parce que c'est aussi toute une démarche globale. Une dernière question, puis Daniel Pieff. Merci. Moi j'en ai juste une, mais très brève. Parce qu'on doit, hier on a parlé de la commission permanente, on doit voter en rendre avis sur le projet de stage. As-tu été auditionné, as-tu contribué à la rédaction de ce nouveau stage, loi en Bretagne, tel qu'il va sortir, parce que j'ai été peut-être le seul, Daniel Pieff en parlera certainement, il a trouvé que j'étais trop long, à ouvrir ma gueule, si je puis dire, parce que pour le traitement des eaux et le plancton qui souffre vraiment, les mesures ne sont pas suffisantes. Alors, as-tu été contacté, auditionné ou non? C'est la question. Non, je n'ai pas été auditionné, parce qu'il y a des spécialistes, des scientifiques qui sont là, donc ils peuvent répondre. Voilà, moi, je ne suis pas un scientifique, je n'ai pas l'étiquette, donc